Yo les trashers! L'histoire retrace la vie de certains des hommes les plus marquants, en bien comme en mal. Des sauveurs, des dictateurs, des tueurs, il y en a eu. Mais ce qu'on ne vous dit pas trop, c'est que des femmes marquantes, il y en avait aussi. Et ce qu'on vous dit encore moins, c'est que certaines d'entre elles étaient parmi les plus dangereuses et violentes de l'humanité, faisant passer leurs homologues masculins pour des bisounours. On a donc choisi de vous présenter 4 des femmes les plus meurtrières de l'histoire, agissant pour la plupart d'entre elles par pur plaisir sadique. Messaline, la putain impériale. Impératrice de la première moitié du 1er siècle à Rome, Messaline est la 5e épouse de l'empereur romain Claude, mère de Britannicus et d'Octavie. Elle est une personnalité intrigante de l'Antiquité, belle, sulfureuse et forcément un danger sur pattes. Messaline a eu de très nombreux amants au cours de sa vie, amants qu'elle choisissait auprès de ses esclaves et des affranchis impériaux. Si un homme refusait d'être son amant, quick! Dites-vous qu'elle poussait le vice assez loin en se déguisant en esclave dans les lupanars de Rome, les maisons closes, pour piéger ses prétendants. Elle incitait également les jeunes femmes à s'abandonner dans les bras d'autres hommes, le tout sous les yeux de leur mari, au cœur même du palais impérial. Si les maris acceptaient, une récompense était donnée, s'ils refusaient, quick. Au-delà de ces petits plaisirs sadiques, Messaline avait également recours à des assassinats plus conventionnels, des mises à mort qui parfois étaient motivées par la raison politique, ce qui était à peu près normal à l'époque, comme l'assassinat de la sœur de Caligula et une de ses cousines, toutes deux très célèbres pour leur beauté. Elle mettait à mort également ses amants si ces derniers avaient un plus beau jardin qu'elle, ou tout simplement si cette personne avait trop d'influence sur son époux. Souvent, les mises à mort étaient quand même bien moins raisonnables et purement subjectives. Il suffisait que la personne lui déplaise et hop à l'échafaud. La liste des victimes de Messaline est aujourd'hui impossible à énumérer, trop longue et surtout trop ancienne pour être précise. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que son tempérament criminel terrifiait tellement les esclaves et son entourage que tous se mirent à comploter contre elle. On dit qu'elle aurait tenté de se suicider, acculée par ceux qui lui voulaient du mal. Une tentative ratée, puisque c'est un soldat qui viendra l'achever froidement. Agathe Habyarimana, tête pensante de l'Akazu. Agathe Habyarimana est la veuve de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana, mort dans l'explosion de son avion par 2 missiles sol-air au moment où il amorce son atterrissage le 6 avril 1994. Les coupables sont tous désignés, les Hutus modérés considérés comme des complices des rebelles du Front patriotique rwandais. À peine le temps de faire leur deuil que dès le lendemain, la famille du président Habyarimana n'a qu'un mot d'ordre: exécuter tous les ennemis politiques, dont les Hutus. Agathe Habyarimana prie alors les miliciens interamoués de l'aider à se débarrasser de l'ennemi. Il fallait tuer tous les Tutsis. Oui, en plus des Hutus. Ainsi, la veuve du président est-elle directement soupçonnée d'être impliquée dans le génocide du Rwanda. Un génocide sous-médiatisé dans lequel pas moins de 800 000 Rwandais, Tutsis et Hutus modérés, ont trouvé la mort durant les 3 mois du conflit, du 6 avril au 4 juillet 1994. Soit, accrochez-vous, pas moins de 10% de la population du Rwanda, et ce sans compter la succession de conflits qui ont succédé ce drame, portant à 4 millions le nombre des victimes, si l'on ajoute le Burundi et surtout la République démocratique du Congo, qui a quand même pas mal souffert. L'insécurité y est aujourd'hui encore très forte. En 2006, on estime le nombre de morts à plus de 1000 par jour. L'on dit qu'Agathe et sa famille proche se réjouissaient en privé à chaque ennemi politique éliminé. Souvent présentée comme l'une des têtes pensantes de l'Akazu, le premier cercle de pouvoir Hutu qui a planifié le génocide rwandais, Agathe Habyarimana est considérée comme principale responsable encore en vie. Elle est également accusée d'avoir organisé l'attentat du 6 avril 1994 dans lequel son mari a été assassiné dans son avion. Elle a par la suite été évacuée en France par les armées françaises, où elle s'est installée définitivement dès 1998. Aujourd'hui, elle attend de recevoir son titre de séjour. Elisabeth Báthory de Hongrie, la comtesse Dracula. Également nommée la comtesse sanglante, et vous allez très vite comprendre pourquoi, voire aussi ogresse des Carpates, Elisabeth Báthory de Hongrie est considérée comme l'une des pires criminelles de l'histoire. Une tueuse aux pulsions terribles. Mariée très jeune au comte Ferenc Nadasdy, qu'on surnomme le prince noir à cause de sa violence au combat qu'il ne quitte d'ailleurs jamais puisqu'il vient rarement voir sa femme, c'est à la mort de ce dernier que les crimes d'Elisabeth seront plus fréquents et surtout plus glauques. La comtesse sanglante aimait par exemple s'adonner à de nombreuses pratiques sadiques, comme battre des domestiques qui lui déplaisaient, et ce au moindre prétexte. Elles sont fouettées, brûlées, défigurées, puis abandonnées au froid et à la faim. Mais ce ne sont pas ces pratiques-là qui lui ont valu son surnom de comtesse Dracula. Elisabeth était paralysée par une peur viscérale de vieillir. Son goût pour le sang, elle l'obtient alors qu'elle tabasse une servante. Celle-ci se mit à saigner du nez, sang qui coula également sur les mains de la comtesse. On dit alors qu'Elisabeth aurait eu l'impression que sa peau retrouvait petit à petit, grâce au sang de la domestique, sa blancheur d'antan. Elle s'entoure alors de personnages tout aussi tordus qu'elle pour
pour récupérer des proies, des jeunes filles, enfants et adolescentes qui serviront de bétail pour ces orgies de sang. Les filles étaient frappées avec violence, certaines avaient le cou percé, d'autres étaient liées avec des cordes qu'on tordait ensuite afin qu'elles puissent s'enfoncer dans les chairs, ce qui permettait de leur ouvrir les veines et de faire jaillir le sang sur la comtesse. Certaines des jeunes filles survivantes racontaient que la comtesse prenait des bains de sang et qu'à sa sortie, des domestiques devaient lécher le sang pour l'assécher de peur qu'une serviette n'abîme sa peau. Les servantes ayant des hauts le cœur et incapables de faire ça étaient alors destinées à remplir son bain. Lorsque les autorités pénétrèrent dans le château de la comtesse, on estime entre 100 et 200 corps identifiés et retirés. Elisabeth ne sera pas interrogée mais enfermée sans autre forme de procès dans une chambre emmurée du château. 4 ans plus tard, le 21 août 1614, elle s'éteint à l'âge de 54 ans. Wu Zetian, l'impératrice dragon. Entre 12 et 14 ans, Wu Zhao devient l'une des concubines de l'empereur Tang Taizong sous le nom de Mei. Remarquée pour sa grande beauté comme pour son caractère fort, elle attire rapidement l'attention de l'empereur ainsi que de son fils et héritier Li Zi. À la mort de Taizong, elle et les autres concubines de l'empereur furent emmenées au couvent. Wu Zhao y restera 3 ans avant d'être sortie par l'héritier du trône, Li Zi. C'est à partir de là qu'elle met en place sa terreur. Li Zi était perdument amoureux d'elle, mais il est déjà marié à l'impératrice Wang. Cette dernière est stérile, mais voit cependant d'un très bon œil l'arrivée de Wu Zhao en tant que concubine, à la fois pour permettre l'arrivée d'un successeur, mais surtout pour saper l'influence de Xiao Shufei, la seconde épouse. Grave erreur. L'empereur donnera un premier enfant à sa concubine, qui sera étouffé par elle, jetant la faute sur l'impératrice Wang pour la déstabiliser. Cette affaire sera laissée sans suite, mais aura toutefois une influence lorsqu'elle accusera la première et la seconde épouse de l'empereur pour sorcellerie. Faisant confiance à sa concubine, c'est elle qui sera choisie comme première femme, les deux autres étant mises à mort dans d'atroces souffrances par Wu Zhao. Devenue impératrice, elle se fera nommer Zetian, qui veut dire selon la volonté du ciel. Son mari a la santé fragile. Zetian en profitera pour s'accaparer petit à petit le pouvoir de manière toujours plus sordide. Élimination de ses adversaires politiques et décapitation des mandarins, obligeant leurs filles et épouses à devenir ses esclaves. L'empereur trépasse face à la maladie, même si l'on soupçonne en fait que c'est Wu Zetian qui est derrière tout ça. Et c'est son troisième fils donc qui prendra le pouvoir tout en prenant soin évidemment de le remettre entre les mains de sa mère. Peu de temps après, elle dégrade ses fils au rang de simples héritiers pour prendre définitivement le pouvoir et se nomme Sainte Mère et empereur divin. Elle crée un ordre d'inquisiteurs chargé d'interroger et de torturer ses ennemis, se débarrassant ainsi de ses opposants dans les grandes familles. L'institution étant très critiquée, elle finira par s'en débarrasser à leur tour en les faisant exécuter. Finalement, dans la nuit du 22 février 705, des conjurés se précipitent les armes à la main dans les appartements de la vieille impératrice. Ils assassinent ses favoris et l'obligent à abdiquer. La vieille impératrice meurt quelques mois plus tard, laissant le trône à son fils Zongzong. Elle aura dirigé l'immense Chine pendant un demi-siècle. Ces 4 femmes ont tout un point commun, leur goût pour le sang et les méthodes pour le moins radicales. Elles auront malgré tout, grâce à ça, su se hisser en femmes puissantes, faisant tomber de terreur leurs opposants. Pourtant, il est assez compliqué de rassembler les sources historiques de leur existence. Notez d'ailleurs que beaucoup de ce qui est raconté ici n'a malheureusement pas de véracité historique certaine. Il y a un vrai manque d'intérêt de la part du corps historien qui a tendance à éclipser l'histoire des femmes au profit des hommes, laissant penser que seuls les hommes ont participé à l'écriture de notre passé, ce qui évidemment est faux. Bon, il se trouve que là c'est un petit peu particulier. Avec Anaïs Drapier qui m'a aidé à rassembler toutes les sources, on voulait vraiment trouver des femmes sanguinaires pour le jeu du sensationnel. Pourtant, des femmes de poigne ayant eu, dans l'ombre ou de manière directe, une main de fer dans la gestion de leur état, il y en a eu. Catherine de Médicis par exemple, qui aurait pu figurer ici si ses actions n'étaient pas uniquement motivées par de la politique pure et dure, voire encore la reine Victoria. Eh bien, elle, j'aimerais bien vous en parler un jour dans une prochaine vidéo. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Lâchez un bon pouce bleu des familles et partagez la vidéo un petit peu partout. Pensez également à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à vous abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Je tiens à remercier Anaïs qui s'est démenée pour les recherches de cette vidéo. Je vous embrasse. Attends. Avant de partir, on a un rapide message à vous faire passer et ça concerne BattleTube. À l'occasion de la rentrée, on vous propose des petites soldes sur notre site de vente en ligne. Les boosters passent à 4,30€, le lot de 8 à 29,99€ et les displays à 81€. Si vous êtes déter pour prendre 24 boosters d'un coup. Les liens sont tous en description, alors dépêchez-vous. L'offre prendra fin le 10 septembre, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ciao.